Les gens ont l'air très enthousiastes de nous voir. Il y a quelqu'un qui a dit océan avec un cœur. Oh. Et quelqu'un a dit au laurier avec un cœur également. C'est surtout pour vous, hein, globalement. C'est nous qui ramassons, on dit rien. C'est bon? Ça tourne? C'est bon. Yes! Bonjour, qu'est-ce que tu fais? Je fais une photo pour annoncer. C'est quoi le lien de la chaîne? C'est La Nuit Rose, ça s'appelle. Rose. Alors du coup, mais arrêtez de tous prendre des photos, j'essaie de travailler. Alistair à la vie dure. Oui, alors en plus je suis censée genre animer et tout. Alors, donc on va faire une table ronde d'une heure en fait, sur être des artistes queer, en gros. Et donc ça va être divisé en 3 parties. Il y a Calvin et moi-même, donc je vais vous présenter plus en détail après, qui allons parler d'être queer et handicapé en école d'art. Et ensuite on aura Laurier et Océan qui auront 20 minutes sur à qui s'adresse-t-on quand on parle de bonjour Cordélia, de trucs queer ou de transidentité ou plus largement LGBTI dans une œuvre. Donc à qui vous avez choisi de vous adresser dans vos œuvres, pourquoi, enfin voilà, tout ça. Et ensuite, on aura encore 20 minutes pour échanger entre nous sur les sujets qu'on veut. Donc, je te laisse te présenter en premier, comme tu es sur le premier segment. Ok, je m'appelle Calvin Arium, je suis dessinateur de bande dessinée et j'interviens régulièrement sur la transidentité, le handicap, l'accessibilité, des choses comme ça et surtout les intersections entre les deux. Ok. Moi je me suis déjà un peu présentée tout à l'heure, mais juste pour mettre un peu de contexte, je sais plus, j'ai sûr que je voulais commencer une phrase par ça, mais je sais plus ce qu'il y avait après. Bon bah non, du coup vous n'avez pas de contexte. Ça vous va si on vous présente plus en détail après, comme ça vous enchaînez direct et les gens ont en tête bien ce qui se passe. Tu veux que je commence ou Oui, je veux bien. Ok. Alors, si ça y est, je me souviens de ce que je voulais dire, du coup ça tombe bien. Très bien. Donc du coup moi j'ai fait 2 ans en école de théâtre, je suis formation comédien du coup et j'écris du théâtre aussi et j'ai fait une fac d'art du spectacle, donc j'ai fait le milieu universitaire et le milieu école d'art plutôt, côté art dramatique, et à la fin de mon école de théâtre on devait écrire un mémoire sur le sujet qu'on voulait mais en lien avec ce qu'on avait fait pendant ces années-là et comment on se projetait dans le métier aussi, enfin c'était quelque chose d'un peu introspectif aussi. Et du coup, moi, c'est les 2 années pendant lesquelles j'ai transitionné et pendant lesquelles j'ai été diagnostiquée, enfin, je me suis rendu compte que j'étais handicapée psy et physique à la fin. Et du coup, logiquement, j'ai fait mon mémoire sur justement le fait d'être un comédien queer et handicapé et qu'est-ce que ça avait changé dans mon rapport au théâtre et tout ça. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai un parcours vaguement similaire où j'ai passé 3 ans en école de l'image, donc tous les arts plastiques visuels, ça comprend tout ce qui est film, tout ce qui est animation, et même si mon école était très centrée sur la bande dessinée. Enfin, plus que les autres beaux-arts, c'est déjà bien. Et c'est également 3 ans pendant lesquels j'ai transitionné, et en particulier ma 3e année, j'ai utilisé des aides à la mobilité qui étaient de plus en plus, pas envie de dire envahissante, mais de plus en plus visible. J'ai commencé l'année avec une canne, puis j'ai continué en béquille, puis j'ai continué en rollator. Si vous savez pas ce que c'est un rollator, c'est une espèce de déambulateur avec des roues et un siège. Comme ça, vous avez de l'appui sans avoir besoin de soulever de soulever un déambulateur et vous avez une place assise partout et c'est vachement bien. Et après, j'avais besoin d'un fauteuil à peu près tout le temps et du coup c'était trop compliqué. Du coup voilà, j'ai fait mes projets de diplôme aussi beaucoup autour de ça, donc on a beaucoup de choses en commun. Wow, trop bien. Moi j'ai l'impression qu'il y a il y a plusieurs thématiques que j'avais abordées dans mémoire et qui m'intéressent autour de ces questions-là. Il y a alors du coup je sais pas si c'est quelque chose qui s'applique en tant que dessinateur aussi, mais pour moi il y avait quelque chose qui était vraiment important dans le rapport au public. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es visible comme en tant que personne queer ou en tant que personne handicapée, comment tu te présentes, comment est-ce que les gens ne voient plus que ça aussi, mais je pense que ça peut être du coup dans les personnages, pas forcément toi en tant que personne, mais j'écoutais un peu ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu parles de ça, c'est le sujet de ton œuvre, alors que genre moi j'ai joué des tragédies romaines ou grecques, je suis un mec trans et ouais je jouais genre Pilate qui passait par là et du coup c'était un mec trans et c'est la vie quoi, tu vois. Pardon, il y a des gens à 4 pattes, ça m'a déconcentré. C'est Youfi qui monte ses fesses.
Et du coup... C'est fort de pas faire de titre, mais c'est pas facile. Oui, désolée. Je suis Charles Boyle dans la vraie vie. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Mais ouais, il y avait cette question-là, et je me souviens d'une amie handicapée qui passait son mémoire, enfin son... Comment on dit quand tu présentes à l'oral ton mémoire? Soutenance. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il soutenait son mémoire, et elle avait fait une pièce avec 4 personnages handicapés dessus, c'est une autrice de théâtre. Et en gros, on lui a dit, bah ça manque de rapport à l'autre. Alors bah déjà il y a plusieurs personnages, en plus c'est du théâtre, donc il y a déjà un autre public, donc bon tu vois, ça peut pas manquer de rapport à l'autre du théâtre si tu parles avec des gens qui t'écoutent, enfin tu vois. Et en plus il y avait ce truc où ben du coup en fait quand tu parles du handicap, les personnes qui sont pas concernées ou d'autres trucs vont regarder ton œuvre pas en tant qu'objet artistique mais en tant qu'objet de pédagogie, et si tu viens pas pour apprendre des choses, et ben du coup ils vont complètement se détacher. Alors que d'habitude, ben, ce qui compte, c'est l'empathie avec les personnages, par exemple. Mais que du coup, t'es plus un objet d'empathie, t'es un objet d'étude parce que t'es différent. Et que du coup, d'un coup, tu te désolidarises du milieu artistique, en fait, et tu deviens pédagogue pour le public. Je sais pas si c'est genre un truc avec lequel tu relates ou... Alors, moi, justement, je pense qu'il y a aussi le fait que la bande dessinée, c'est très utilisé comme outil de pédagogie, parce que c'est très pratique de pouvoir choisir ce qu'on fait passer par le dessin et ce qu'on fait passer par le texte. Scott McCloud a écrit des livres entiers là-dessus. Et du coup, mon école est très... Comment dire, elle est très... Nous sommes des vrais artistes, on fait pas de la pédagogie, on fait du vrai art qui raconte des vraies choses. Et du coup, mes profs avaient juste très peur que je parle de ça, parce que, oh mon Dieu, tu vas faire de la pédagogie, c'est pas du vrai art, c'est pas intéressant. Tu es trop dans le rapport au public, tu veux trop être mainstream. Mais voilà, je pense que c'est lié au fait qu'il y a toujours cette performance à vouloir faire des trucs sérieux en bande dessinée parce qu'on n'est pas pris au sérieux. J'étais au festival de la bande dessinée jusqu'à ce matin, et c'est terrible, il y avait des yakari très moches peints sur toutes les vitrines de la ville. C'était très très énervant. On a fait des choses depuis les années 60. Astérix n'est pas la dernière chose qui a été faite en bande dessinée. Vous avez le droit de lire des nouvelles choses aussi. Et j'en parlais l'autre jour avec une amie, mais on dirait pas à quelqu'un qui fait du cinéma ah oui, mais c'est quand même un peu limité en noir et blanc. Oui, Charlie Chaplin, c'est très drôle. J'ai fait ça quand j'étais petit, et puis tu as déjà ton personnage drôle pour... Non, c'est pas ça. Pourtant, ça arrive encore en bande dessinée, c'est très triste. Et du coup, on a tendance à surcompenser ça en disant non, mais moi je fais des trucs dark. Regarde, moi j'ai lu Maus de Spiegelman plein de fois. Si vous savez pas ce que c'est une œuvre très très triste et très très violente qui parle de la Seconde Guerre mondiale, avec des souris dans le rôle des juifs et des chats dans le rôle des nazis. Et il faut avoir l'estomac bien accroché pour lire ça. Et c'est typiquement le... D'ailleurs, c'est la première bande dessinée qui a eu un prix Pulitzer, je crois. Okay. Ce qui veut dire quelque chose de quand est-ce qu'on considère la bande dessinée comme des vrais objets culturels aussi. Bah, ça me parle pas mal parce que, alors pour le théâtre, on n'a pas du tout ce truc de genre, c'est pas un vrai média artistique. Au contraire, il y a un peu genre le théâtre, c'est ultra, tu vois, haute société, joli texte et tout. Donc il n'y a pas ce côté, les gens pensent que c'est populaire et pour rire, donc il faut compenser. Mais on a... vraiment, j'ai l'impression, justement aussi peut-être pour se détacher de cette image un peu poussiéreuse du genre du Molière ou d'un truc comme ça, une tendance aussi à surcompenser dans le crade et dans le trash et surtout dans les courants de performance et tout. Il y a un côté où il faut qu'il y ait du violent, il faut qu'il y ait du subversif parce que sinon alors on dit rien, et que justement on veut genre prouver qu'on est un truc moderne qui parle d'enjeux et tout, et sauf qu'en fait j'ai l'impression que les gens sont incapables de moderniser leur sujet ou leur pratique sans penser que ça doit passer par la violence. Et du coup ça s'allie très très bien avec le cliché de l'artiste qui est genre dans sa vocation et dans sa passion et pas juste là pour son travail, ce qui est pas complètement faux, tu vois, genre t'aimes aussi ce que tu fais normalement un minimum quand t'es artiste, sinon il faut arrêter. C'est pas rentable, faites autre chose si vous aimez pas ça, mais ça empêche pas qu'il y ait genre un code du travail et des choses à respecter par rapport à la santé des artistes tout simplement. Et en plus de ça, il y a un peu le cliché de il faut que ce soit des vraies émotions et c'est en direct, et du coup il faut que ça touche toi personnellement et dans ton intimité. Et du coup, il y a un vrai gros problème pour moi de séparation de l'intime des comédiens et du travail.
Et ça se joue à tous les niveaux, c'est-à-dire que tu dois être disponible tout le temps et tu dois être prêt à exploiter n'importe quoi qui arrive dans ta vie personnelle pour jouer au plateau. Moi je me souviens jouer dans Hamlet, donc pour ceux qui n'ont pas du tout lu Hamlet, il y a un personnage qui perd sa sœur. Et je trouve que la comédienne qui jouait ce personnage a perdu sa sœur pendant qu'on bossait le truc. Et en gros, à un moment, la metteur en scène lui a plutôt dit un truc genre en gros, ça devrait être facile pour toi, quoi, vu le contexte. Elle a dit, mais ma sœur, elle vaut mieux que ça, en fait. Elle est pas, enfin, la mort de ma sœur ne sert pas à ce que moi, je sois émue au plateau. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas à livrer en pâture à des gens l'émotion qui est à moi, en fait, et qui est mon deuil personnel. Et du coup, il y a ce truc où on met pas de limite, quoi. Et on a l'impression que pour faire du vrai art, il faut que genre tu mettes tes tripes sur la table. Et à un moment, je suis pas là pour mourir sur le plateau, en fait. J'ai autre chose à faire de mes journées. Et du coup, je sais pas comment ça peut se manifester potentiellement dans la BD, mais j'imagine que c'est un truc qui est assez généralisé aussi. Oui, parce qu'un autre gros courant assez moderne, ça consiste un peu à raconter sa vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de l'époque où les blogs BD c'était un gros truc sur Internet. Ça l'est toujours, mais c'est plus, il n'y a plus exactement les mêmes dynamiques dedans. Et oui, effectivement, il y avait ce truc d'exploiter tout ce qui se passe dans ta vie pour la faire, mais peut-être moins en termes d'émotions brutes et plus en termes de fictionnaliser sa vie. Ouais. C'est sûr que de toute façon, il y a un délai avec la BD, c'est-à-dire que tu sois ému au moment où tu l'écris ou pas, c'est pas ça qui importe. Enfin, ça compte, mais c'est pas ça qui. Pleures et que c'est une compétence artistique comme une autre. Mais c'est vrai qu'au théâtre, il y a l'effet du direct qui fait qu'en fait, tu peux même pas faire semblant. Enfin. De dire oui, non, vous inquiétez pas, je vais utiliser du réel pour le faire parce que t'es là, quoi. Donc il faut prouver quelque chose un peu en direct. Et je voulais te demander aussi, est-ce que toi t'as fini tes études ou est-ce qu'il y a un moment où. Enfin, ou ce que t'avais en tout cas comme projet d'études? Ou est-ce qu'il y a un moment où t'as lâché l'affaire? Parce que, genre, comme c'est mon cas, je me demande si. Ouais, alors, l'école que j'ai fait, c'était incroyable. Je suis ce cliché de la personne qui a toujours su ce qu'elle voulait faire. Et quand j'avais 6 ans, je lisais toutes les bandes dessinées de la médiathèque. Et j'étais genre, je ferai ça quand je serai grand. et voilà. Et du coup, lorsque j'ai eu 18 ans, je suis arrivé dans cette école qui enseignait la bande dessinée et que je rêvais de faire depuis que j'avais appris qu'il y avait une école de bande dessinée. Oh mon Dieu, on peut apprendre à faire ça, c'est trop bien. Et le cursus complet se déroule en 5 ans, avec d'abord un licence et puis un niveau master ou équivalent de master pour le DNSEP, donc le diplôme national supérieur d'expression plastique, je crois. Mais les acronymes changent tout le temps, donc voilà. Tu pouvais partir en théorique ou pas, basiquement. Et la première année, ça allait, et ça allait à peu près. Je passais mes week-ends à dormir, mais sinon ça allait, quoi. Et je restais à l'école jusqu'à 11h du soir, c'est-à-dire que régulièrement, la personne qui venait fermer l'école me disait « il faut partir maintenant ». Et puis en deuxième année, ça a été un petit peu plus compliqué, et je passais encore un petit peu plus de tout le temps que je pouvais à dormir, et oh non, ça me prenait trop de temps de prendre soin de moi, et c'était terrible parce que ça empiétait sur mon travail, et j'arrivais pas à faire suffisamment, et du coup je m'épuisais encore plus, et j'arrivais encore moins à faire, et j'étais un peu dans cette espèce de cercle vicieux. Et puis en fin de deuxième année, il y a juste un truc qui a claqué, et je me suis dit mais c'est pas normal, mes potes ils passent tout leur temps en soirée, ils arrivent à compléter leur truc, on est une école où globalement on a le temps de faire les choses, et où on n'a pas la pression d'être vraiment tout le temps en train de faire des choses. Et où on a le droit de faire des expérimentations, des choses comme ça. C'est pas normal que je sois aussi épuisé par une des rares écoles où il n'y a pas le problème du crunch permanent aussi. Et du coup, j'ai commencé à entamer des démarches diagnostiques et un parcours médical à ce moment-là. Et c'était de plus en plus compliqué de marcher. Et il se trouve que la ville dans laquelle j'étais n'était vraiment pas accessible. Je le sais parce que c'est Angoulême et que j'en reviens encore, et c'était horrible. C'était vraiment horrible. Il ne faut pas être handicapé à Angoulême, c'est une très mauvaise idée. Pardon, j'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, t'as dit première année, deuxième année, donc j'imagine que... Voilà, et du coup c'est pendant ma troisième année où j'ai commencé à utiliser des aides à la mobilité, et où c'est devenu graduellement de plus en plus dur d'exister à Angoulême, et où il fallait trouver des aménagements, où il fallait prendre des rendez-vous pour essayer de trouver des solutions. Mais le problème des écoles d'art, c'est qu'ils sont tellement à part, ils sont tellement dans leur truc à eux, qu'il n'y a aucun protocole pour prendre les élèves handicapés en charge. Enfin, en tout cas, chez moi, il y a vraiment tout qui tenait avec des bouts de scotch.
Et tout était dans des vieux bâtiments qui étaient très cool parce que c'est une vieille imprimerie et oh là là, il y a des taches d'encre sur les murs, et c'est trop cool. Et c'est trop Mais ça cool, remplace mais pas un ascenseur. voilà. Voilà, dans mon école, il y avait un prof à mobilité réduite qui était là depuis genre 10 ans et ils n'ont pas installé un monte-charge avant cette année, je crois. Et le mec, ça fait 10 ans qu'il bosse là et ça fait 10 ans qu'il monte les escaliers tous les jours alors que c'est super douloureux pour lui, c'est horrible. Et voilà, et je suis absolument pas le seul élève handicapé qui galère dans cette école à cause de ça. Enfin, qui a galéré, mais je connais encore des gens qui galèrent aujourd'hui. J'ai connu une personne malade chronique qui a pas su exprimer sa détresse de manière aussi claire que moi, c'est-à-dire en faisant beaucoup de pédagogie pour expliquer ses problèmes, pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle n'arrivait pas à rendre ses devoirs, pour expliquer que c'était une ville horrible où tout est en montée et où tu t'essouffles juste d'aller à l'école et qui a dû juste arrêter pour ça et retenter sa chance dans une autre école avec un peu plus de protocoles cadrés pour accueillir les élèves. Mais il y a ce truc où il n'y a rien qui est prévu pour que ces gens exceptionnels que sont les artistes aient des limitations aussi. Ils doivent toujours être prêts à mettre leur corps en jeu et je sais pas, on avait des workshops, comment dire, on avait des workshops obligatoires, en tout cas en première année, où tu es vraiment censé tester le maximum de médiums possible pour savoir vers quoi tu vas t'orienter. Bah, il y a des trucs qui juste fonctionnent pas avec certains handicaps. Tu peux pas te réveiller sur du son correctement comme les valides si tu es malentendant, ou si comme moi tu as plein de problèmes de process audio, c'est vachement compliqué. Et du coup, tu trouves des moyens que ça fonctionne, mais c'est... C'est toi qui fais, quoi. Voilà. Et quand tu vas voir la personne qui est chargée de te faire des aménagements et tu dis et elle te dit les tiers-temps c'est pas possible parce qu'on a des profs qui viennent pendant une semaine pour un workshop, ils peuvent pas avoir ton devoir 3 semaines après, ça marche pas. Ouais. Et du coup ça fonctionne. Déjà t'avais un référent plus ou moins. Moi je me souviens à l'ENSAT, j'ai des amis, donc c'est l'École nationale supérieure des arts et techniques de théâtre de Lyon. En gros, en France, il y a des écoles supérieures de théâtre qui valent pour un master, je crois, en termes de temps de travail, qui sont en 3 ans en général, et tu rentres à bac plus 2. Et il y en a, je sais pas, genre 5 en France, je crois, un truc comme ça. Et donc l'ENSAT est une des plus grosses, et à Lyon. Alors moi, je n'ai pas le plaisir d'avoir pu passer le concours parce que je suis trans et que du coup, ils ont refusé que je m'inscrive. Fun. Enfin non, en fait, le truc, c'est que les écoles de théâtre font des concours par genre. Parce qu'ils veulent avoir des classes mixtes. Et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le théâtre, il n'y a que des rôles de mecs et il n'y a que des meufs qui font du théâtre. Donc comme on va quand même pas donner à des meufs des rôles de garçons, ce serait, tu vois, beaucoup trop grave. Du coup, ils font des classes paritaires. Donc en plus, ils peuvent dire, genre, tu vois, on fait de la parité parce qu'on veut qu'il y ait des meufs et tout. Sauf qu'en fait, il y a plus de meufs. Donc déjà, quand t'es une meuf, tu te fais avoir. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai passé le concours du Conservatoire de Lyon, il y avait 70 mecs et on était 140 meufs. Donc c'était avant ma transition. Et ils font des classes paritaires. Donc déjà, t'as 2 fois plus de chances de rentrer si t'es un mec, en fait, grâce à la parité. C'est clair. Et en plus, quand tu sors, il y a du travail que pour les mecs. Enfin bref, il y a vraiment rien qui va de ce côté-là. Et donc moi, je leur avais envoyé un message, j'avais pas encore changé mon prénom. Donc je leur disais juste, si vous avez besoin de, genre, de ma carte d'identité ou quoi, ou enfin je sais pas sous quel prénom m'inscrire, parce que je me dis qu'en termes d'assurance, des fois, je comprends que t'aies besoin du nom officiel de la personne, c'est pas... Enfin, genre, c'est pas que un problème de transphobie, c'est un problème d'administration aussi. Oui, voilà. Chez moi, ils avaient accepté d'absolument tout changer, sauf les bulletins, parce que c'était impossible sur les bulletins. Donc, dans mon école, ça s'était bien passé. Mais du coup, c'est vrai que sur les trucs officiels, pour le concours, je leur avais dit, vous voulez que je m'inscrive comment, en fait? Juste, je suis trans, qu'est-ce que je mets sur le document officiel? Après, on s'en fout, on voit entre nous. Et ils m'avaient répondu qu'il fallait que je mette mon date name, et ils avaient inclus dans le mail, et il faut que vous inscriviez en tant que femme au concours. Alors que je leur avais même pas demandé, pour moi c'était genre logique que si j'étais un mec, je passais le concours de mec et je n'avais pas à leur poser la question, tu vois. Et ils me l'ont reprécisé dans le mail sans que j'ai posé la question, et du coup je me suis pas inscrite. Et en plus, nous on est formés hyper. Quand on fait les entraînements pour les concours, donc c'est des auditions, et on nous dit tout le temps, oui, une audition c'est une rencontre, ils sont là pour savoir qui vous êtes, il faut. Et t'es genre, mais je dois faire semblant d'être une femme, tu vois. Donc il faut être qui vous êtes. Sauf si vous êtes trans quand même, il faut pas abuser, tu vois. Et j'avais un prof de mon école qui m'avait dit non mais passe les concours en tant que meuf parce que en fait le jury il va être confus et il va se concentrer sur ça et du coup il va pas vouloir prendre ton dossier parce qu'ils vont se dire oh c'est compliqué, tu vois. Et je dis mais vous donneriez le conseil à quelqu'un d'autre, enfin je veux dire je sais pas, aux élèves handicapés de mon école vous leur dites pas de faire semblant qu'ils sont valides, aux élèves racisés vous leur dites pas de faire semblant qu'ils sont blancs, enfin genre vous avez compris le concept en fait, c'est évident que c'est une mauvaise idée, tu vois. Et pourquoi vous venez me faire chier moi personnellement parce que je peux faire semblant et que c'est pas écrit sur ma tronche, enfin. Et du coup, j'avais trouvé ça hyper violent et du coup, je m'étais pas inscrite à l'ENSAT. Mais à l'ENSAT, il n'y a pas de mission handicap, en fait, du tout.
C'est-à-dire qu'ils sont en alliance avec la fac, donc en théorie tu dois aller à la mission handicap de la fac, sachant que entre l'ENSAT et la fac de Lyon, c'est vraiment chacun à côté de la ville, donc il y a genre bien 1h30 de transport en commun, si tu prends pas aux heures de pointe, sauf que les horaires, comme tu l'as dit, en école d'art, c'est souvent de très tôt à très tard, et l'école ferme jamais, et t'es là tout le temps parce que les deadlines sont intenables. Donc en fait, t'as juste matériellement pas la possibilité de demander des aménagements. Et j'avais une amie, la même, qui avait demandé un tiers-temps pour son mémoire, et qui a dû vraiment faire des pieds et des mains pour que ça fonctionne, sauf qu'en plus, ils avaient supprimé son dossier parce qu'elle était plus censée être à l'école, vu qu'elle avait un tiers-temps, donc elle avait pas accès à la bibliothèque, elle pouvait pas imprimer des trucs parce qu'officiellement elle était plus élève. Enfin, en fait, il s'est pas pensé pour qu'il y ait des élèves handicapés, parce que en fait, c'est des gens tellement invivables pour les valides. Je veux dire, ils respectent pas les élèves valides non plus, en fait, c'est juste que eux ils vont y survivre et pas nous, c'est tout. Et encore, parce que moi je vois, quand on a fini le premier module qui durait 2 mois et demi et qui était hyper intense dans mon école, genre, j'exagère pas quand je dis que dans la demi-heure, les gens étaient malades. C'est-à-dire qu'on a fini la dernière répétition, on est sorti, les gens ont commencé à avoir de la fièvre et à tousser, tu vois. C'est-à-dire qu'on a tellement compensé que, genre, le semestre c'est fini, on a commencé à être malade dans la minute, quoi. Et genre, je me dis, si les élèves valides vivent ça, pour nous, forcément que c'est invivable. Sauf qu'en fait, comme il n'y a pas de base l'idée que peut-être il faudrait respecter l'intégrité physique et mentale des élèves, il n'y a pas de raison que ça s'applique plus à nous, sauf que c'est encore pire, quoi. Donc, Ah, mais complètement. Puis tout est fait à l'arrache, parce que moi j'étais dans une école où il y avait 40 élèves, donc tu vois, c'était un peu et vas-y que on vous prévient au dernier moment, les salles, les trucs, faites le balai, débrouillez-vous, enfin c'était vraiment à la bonne franquette, quoi, entre guillemets, mais du coup c'est impossible quand tu dois demander des trucs. Ouais, la loi n'a pas cours, quoi, dans ce genre d'endroit. Ouais, dans tout ce qui était performance, ou même dans tout ce qui était très... T'avais beaucoup ce truc scénographie ou de scénographie ou de t'immerger dans quelque chose, et ça veut forcément dire que tu vas faire du mal à ton public à un moment. Je me souviens en particulier de quelqu'un qui avait fait une performance avec un stroboscope qui m'a fait très très mal à la tête très très vite, et juste il faut pas faire ça en fait, genre il y a des gens qui peuvent mourir de ce genre de choses, tu vois, genre voilà, prévenez. Genre jamais tu te dis peut-être il y a quelqu'un d'épileptique dans ma classe et je le sais pas, ou il y a quelqu'un qui est migraineux, ou il faut... Voilà, et c'est juste récompensé parce que quelle intéressante exploration des limites, tu vois, et t'as tout le temps ce truc de la limite pour les valides, pour nous c'est un peu plus que... Oui, puis il y a ce truc genre sortez de votre zone de confort, t'es content, mais vous imaginez vraiment que je suis confortable déjà à la base, genre mais j'ai pas de zone de confort, vous voulez que je sorte de quoi en fait? Sérieusement, on est sur des tabourets en bois dans une salle pas chauffée en hiver. Il n'y avait pas de table dans mon école, j'ai passé 2 ans à bosser assis par terre en fait. Alors moi je préfère ça, tu vois, mais j'ai fait tomber mon Steam Toy, pardon. Moi je préfère ça, mais genre, enfin, tu vois, dans d'autres conditions, c'est... Ou genre, moi j'avais un mec malvoyant dans ma promo, et genre, on faisait du théâtre, il fallait apprendre des textes. Tu sais, genre, tous les profs, ils venaient avec leur photocopie, à chaque fois, on était genre, bon, on va te le lire à l'oreille, tu vois. Et genre, on a trouvé des solutions, et bon, on a passé 2 ans ensemble, donc à la fin, on était rodés, mais juste... tu vois, je sais pas, prévenez les profs, mettez un protocole en place, faites un truc, quoi. Maintenant parce qu'il est 23, donc il va quand même falloir qu'on vous laisse la parole un moment. Et puis si vous voulez redire des trucs sur le sujet, ou faire encore notre plage horaire d'après. Mais ça te va si on s'arrête là? Normalement, sur le timing, on est déjà plus je vais peut-être... Si tu veux rajouter un mini truc, tu peux. Peut-être rajouter un truc très, en tout cas, très les militants handicapés. La loi qui stipule que les espaces qui accueillent du public, donc y compris les écoles, que tous les espaces qui accueillent du public, donc qui ne sont pas privés, doivent être accessibles aux gens en situation de handicap, quel que soit leur handicap, date de 2005. Voilà. Et ça fait, Elle va avoir 15 ans le 11 février, si vous voulez tout savoir. Voilà, et donc ça fait 15 ans qu'on dit que c'est illégal, enfin que ça devrait être illégal de devoir arrêter ses études parce qu'on a besoin d'un fauteuil roulant maintenant, comme ça m'est arrivé. Ou parce que j'ai pu aller jusqu'à la 3e année, mais après c'était plus possible. Pareil, j'arrête en licence aussi, j'ai dit bon là... ça va aller, tu vois. Je n'ai peut-être pas envie de passer au stade d'aide à la mobilité supérieure pour compenser. Voilà, appliquez la loi s'il vous plaît, merci. C'était le message de cette intervention. Bonjour mes amis. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites artistiquement, surtout, comme c'est ce qui nous intéresse. Allez. Laurier. Alors, du coup, moi c'est Laurier The Fox, je suis dessinateur de BD, anciennement graphiste. Je suis passé par l'univers de la publicité, plus jamais.
Je bosse principalement effectivement sur des thématiques militantes, féministes, LGBTI, QA+, et sur le safe sex aussi, qui m'intéresse énormément. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et je vis en Bretagne. Très important. Non, parce que la Bretagne c'est bien, et puis il y a de la pluie, il y a des forêts et tout. Venez en Bretagne, c'est bien. On prend bonne note. Et toi, tu pars avec nous. Oui, en fait, je suis sur le truc, j'avais oublié. Et, enfin, je suis écrit. Ah bon, d'accord, je savais même pas. Est-ce que tu es dans le cadre? Je sais pas. Est-ce que Cordélia est dans le cadre? Super. Oui, mais Cordélia est dans le est cadre. vachement là. Oui, oui, je sais, c'est ma Enfin, caméra. je sais pas, mais c'est fait un peu au dernier moment. Mais je sais D'accord, pas. bon on m'a bah dit, si vous êtes Non, d'accord vas-y, pour que vas-y. Cordélia parle avec vous. Je suis ravi que Cordélia parle avec nous. Non, Bien, enfin, du présente-toi. coup, je me suis présentée un peu avant, mais du coup, je suis sur Booktube. Je parle de livres LGBT. Et je suis aussi auteur de romans. Et on peut les trouver, tes romans? Eh Enfin, bien, au on compte, peut les trouver sur Wattpad et le 16 avril en librairie chez Screen. Acheter. Je suis sûre que tu l'as déjà fait sur le segment juste avant d'ailleurs. Ouais, mais pour le coup, je l'ai lu et il est vachement bien. Oui, c'est vrai, tu fais partie des personnes. Oh, privilège, privilège. Ah, le privilège des handicapés, décidément. Ah, décidément, il y en a marre. Moi, je m'appelle Océan et je suis comédien et réalisateur et auteur. Je fais un peu des chroniques aussi parfois. Voilà. Et donc, voilà, j'ai fait des spectacles, des one-man shows. J'en ai fait 2. Et puis un film avant ma transition qui s'appelle Embrasse-moi, qui est une comédie romantique lesbienne. Et là, j'ai fait un documentaire sur ma transition, la première année de ma transition. Enfin, transition, on va dire, sociale et hormonale. Et donc, je présente en ce moment ce film un peu partout pour rencontrer le reste du monde, non, de la France déjà surtout. Et donc, c'est très intéressant d'aller à travers la France rencontrer les gens, les personnes concernées aussi ailleurs qu'à Paris. Donc voilà, j'ai d'autres projets pour la suite. En gros, c'est ça. Mais moi, j'ai transitionné très tard, donc j'ai pas eu, comme toi, des expériences en école. Bon, en plus, j'ai pas fait d'école. Mais en tout cas, C'est une manière de se débarrasser du problème. j'avoue, c'est vrai que ça règle pas mal de trucs. Petit tips. N'allez pas à l'école, les enfants. Surtout, n'oubliez pas de pas aller à l'école. Mais par contre, c'est vrai que je peux témoigner de ce que c'est d'essayer de travailler, en tout cas quand t'es déjà un peu connu, ce qui était mon cas avec ton identité de femme. Et bon, bah c'est pas ouf. Ouais. Pas ouf. Après, dans mon cas, moi, je veux pas du tout rentrer non plus dans un discours qui pourrait être simplifié ou victimaire, dans le sens où je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que j'ai du mal à passer des castings, à bosser pour les autres, parce que déjà avant, quand je faisais La Lesbienne Invisible et tout, je faisais pas beaucoup d'autres choses que mes propres projets, aussi parce que quand tu es très autonome et que les gens voient que ton truc il marche un peu tout seul, et puis tu cours pas après les castings, du coup quand on m'envoyait sur les trucs que je trouvais un peu nuls, je dis oh non c'est nul, j'y vais pas, et en fait du coup tu te fais pas connaître forcément des directeurs de casting, donc après si s'identifient de loin, ils t'ont pas vu en essai 40 fois comme plein de comédiens et comédiennes, qu'il faut qu'au bout de 40 fois ils disent ah bon bah là c'est bien, ça va bien lui aller ce rôle, tu vois. Et donc il y a eu ça, et le fait qu'en effet ils me connaissent avant, je trouve que vraiment pour la nouvelle génération, là je vois les jeunes trans qui arrivent, en tout cas qui ont déjà un passing, qui ont envie de travailler, bon bah je trouve que j'ai l'impression que ça va être plus facile pour eux, et que j'ai l'impression que dans les écoles maintenant il y a beaucoup de personnes trans aussi dans les écoles de théâtre. J'ai Enfin, l'impression beaucoup que la plus. transition se fait, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de Ouais. personnes trans et après ils vont s'adapter plus que dans l'autre sens. Enfin, Ouais. de le vécu que j'ai eu plein de potes trans qui commencent à être très typiquement à l'ENSA, c'est qu'ils rentrent et après transitionnent. Ouais, ouais. Ça marche mieux. Enfin, ça Ouais, marche mais mieux, non, même ça là, marche pas mieux. j'ai Mais... une mais copine c'est encore qui compliqué. était jury pour l'année dernière pour le concours de l'école de Saint-Étienne, et qui m'a dit qu'elle était étonnée. Il y avait plusieurs personnes trans déjà au concours, tu vois, donc jeunes en fait. C'est vrai que moi, il y a que l'ENSAT avec qui j'ai eu des problèmes. Bah, Saint-Etienne, typiquement, ça fait partie de ceux qui m'ont répondu très gentiment en disant ah, il n'y a pas de souci, mettez Ouais. votre prénom d'usage, on s'en fout, faites Ouais. votre truc. Voilà. Donc j'ai Ça simplifie. bon espoir pour les plus jeunes. Et en plus, dans mon cas, il y avait l'autre truc qui était que j'avais des prises de position sur des sujets politiques qui ont créé des tensions, parce que Oh no. c'est toujours compliqué d'être politisé quand tu veux faire du travail dans le cinéma en tout cas, et même le théâtre,
c'est pas très bien vu en fait. Donc je pense que tous ces facteurs-là ont joué et ont fait qu'aujourd'hui, quand il y a un rôle de Maxis, bon, on pense pas à moi quoi. Mais bon, ce qui est pas très grave, parce que comme je fais mes trucs et que j'ai plein de trucs à faire, je suis très contente de les faire, mais c'est vrai que parfois j'aimerais bien. Juste, c'est reposant en fait de travailler pour les autres parce que quand tu es écrit, tu dois monter le projet, trouver le financement, machin, tout ça. C'est beaucoup d'énergie, alors c'est chouette. Nous-mêmes, nous savons. Alors quand on t'appelle et on dit il y a tant de dates, il y a tant de cachets, faut que tu apprennes un texte. Ah bah d'accord, ça pose d'autres problèmes, mais c'est cool. Alors, ma question, tu voulais rajouter quelque chose ? Juste, je ne peux que souligner en fait ce que vous disiez tout à l'heure avec Kelvin sur surtout le coût de l'école qui est pas chauffé, avec des tabourets en bois qui sont avec les vis qui traversent. Oui, les vis. Pardon, je déteste. Des tables qui ne sont que des planches sur des tréteaux. Et qui sont repeintes systématiquement C'est et tu ça, peux tous pas les- dessiner droit dessus. C'est ça exactement, on te fait sortir. Parce que j'étais dans une école, c'est l'école Pivot de Nantes. Donc avant ça, j'ai fait une autre école de graphisme et qui était très dans le crunch et par exemple, tu pouvais piquer les projets de tes pairs et du coup, bah, tu étais récompensé pour ça. Wow. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le métier de la publicité, de la communication et du graphisme. Ça va pas. Donc voilà, l'école Pivot, c'était pas ça, mais par contre, j'étais dans la section BD qui était ouverte depuis pas si longtemps que ça. Déjà, en plus, il y avait le directeur qui détestait la BD, donc ça aidait pas. Oh. Sympa. Mais effectivement, je voulais juste rajouter que c'est une ancienne usine de couture. Ils ont un truc avec les vieux bâtiments pour en faire des Donc, écoles d'art. très vieux bâtiment, complètement insalubre, pas du tout aux normes, avec des escaliers à chaque fois, on les montait, on avait l'impression qu'ils allaient s'effondrer. Et on a eu effectivement un élève qui était en mobilité réduite, en chaise roulante, et du coup, il est resté qu'une année. Parce que lui faisait partie, moi j'ai pu rentrer direct, j'ai sauté la prépa, j'ai pu direct rentrer, mais lui je crois qu'il faisait la prépa. Et il devait souvent aller dans les classes qui étaient au-dessus. Et du coup, il avait ses potes qui le portaient à chaque fois à l'aller. Et puis, il faisait la pause pour aller fumer. Du coup, ses potes le portaient entre chaque pause. Donc, il devait à chaque fois avoir des personnes qui devaient le porter aller-retour, enfin 4-5 fois par jour. Sécurité. Et La sécurité en école d'art, c'est pas vraiment leur priorité, très nettement. oui, puisqu'on a déjà été évacué une fois parce que la boîte à fusibles n'était pas aux normes et ça a brûlé. Wow. Ouais, ça arrive. Voilà. Mais du coup, le pire dans tout ça au niveau du handicap, c'est qu'ils l'ont poussé à quitter en fait. Ah, mais Ah moi oui, j'ai c'est un vrai. ami à l'ENSAT aussi, toujours là, c'est vraiment la pire école de France, hein, je pense. Le directeur est venu le voir dans un couloir, il a dit finalement on va pas vous prendre parce que votre handicap c'est pas vraiment la vision qu'on a de notre école. Vraiment Tu comme ça. déconnes. Et ils l'ont viré. Bah, Voilà, c'était vraiment il y a genre 3-4 ans, tu vois, je sais plus, enfin c'est pas les années Ouais, ouais. 90, hein, tu vois, c'est Non, vraiment... non. Enfin, tout est comme ça, quoi, c'est vraiment... Enfin, je déteste cette école, voilà, ça se voit. Et pareil, c'est une école privée et ouais. Et On c'était- pourra... Oui, vas-y. Ouais, non, mais juste pour finir, effectivement, que ils ont même pas utilisé son handicap. Enfin, c'était clairement pour ça, mais ils l'ont pas utilisé. Ils ont dit non, mais vous rendez pas assez suffisamment bien, vous n'êtes pas dans le classement. Et puis, en fait, ils ont tout fait en fait pour qu'il s'en aille, parce que c'était plus simple. Et puis après, effectivement, j'ai plus jamais vu aucune personne avec. Ouais, non, allez-y, on refoulait juste les gens avec un handicap. Ils étaient vraiment désolés de le faire, mais voilà, on est désolé, ça va pas le faire. On pourra revenir un peu sur Ouais. tout ça tout à l'heure, mais pour vous recentrer sur votre sujet initial de table ronde, est-ce que vous pourriez vite fait, chacune, dire... qu'est-ce que je veux dire? Si, vous parlez tous les trois de transidentité ou autres thématiques LGBTI dans certains ou toutes vos œuvres, est-ce que vous pouvez expliquer... Certains ou toutes. Je sais pas, en fait, j'ai pas lu toute votre biographie à chacun, je veux pas m'avancer. Bon, pas forcément pourquoi vous avez fait ce choix, parce que j'imagine que c'est un peu évident, mais pour qui est-ce que vous parlez de ça? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, vous avez l'intention que vos œuvres, elles soient lues par des personnes trans, par exemple, par des personnes cis, par les deux? Est-ce que c'est pour convaincre des gens transphobes? Est-ce que c'est pour aider des alliés maladroits? Enfin, vous voyez, genre, il y a tout un tas de publics différents, et quel choix vous avez fait? Pourquoi? Enfin, oui. Je sais pas. Non, je commence pas. J'ai beaucoup parlé. Il y a tout à l'heure, j'en ai beaucoup parlé Bah, en fait. si tu t'as veux, déjà Laurier, fait, c'est toi qui as le moins parlé encore. Alors, clairement,
Ça fait le même bruit que quand mon chien marche sur le parquet, alors ça m'a déconcentrée. Mais oui, les petits. Oui, ça fait c'est ses colliers qui tapent. Il y a Yuffie qui se promène à quatre pattes avec son téléphone entre les dents. Vous faites pas attention. Oui, en fait, j'ai pas commencé à créer des œuvres autour des questions LGBTIQA+, parce que j'ai fait ma transition sur le tard. J'ai fait ma transition à 30 ans, et du coup, entre-temps, en plus j'avais je me suis nourri d'énormément de types de BD différents, mais beaucoup de BD d'hommes cis, blancs et tout, donc avec beaucoup de fluide glacial aussi, de Charlie Hebdo à l'époque et de choses comme ça, qui fait que j'avais un type de dessin extrêmement stéréotypé, extrêmement sexiste, tout ça, et j'avais des choses à raconter, mais c'était alors limite plus vers la jeunesse, donc ça a vraiment mis du temps, et j'ai commencé à raconter des choses sur les personnes LGBTQA+, parce que je me suis rendu compte que j'étais concerné. Effectivement, j'ai d'abord commencé à parler de moi, avant ensuite de commencer à m'intéresser du coup à tout le reste de la communauté, et à discuter avec les personnes, et à me dire qu'en fait, j'avais pas vraiment grand chose à raconter pour moi, et je me sentais beaucoup plus à l'aise de raconter les histoires des autres. Donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé à faire le projet Reconnaissance, et que j'ai commencé à bosser pour effectivement des assos féministes ou des choses comme ça. Que comme ça j'étais encore beaucoup en process, du coup c'était très compliqué pour moi de me raconter en fait dans les histoires, parce que j'avais pas fini de process qui j'étais. Donc du coup c'était beaucoup plus simple et plus facile de raconter les histoires des autres. Et au départ je l'ai fait surtout pour mes adelphes, aussi parce que j'ai eu cette impression, enfin Reconnaissance pour vous dire vite fait, donc ce sont des bandes dessinées que je fais qui sont des témoignages de la transphobie au quotidien. Donc les personnes m'envoient des témoignages et je les dessine, et ensuite je les poste gratuitement sur internet. Et il y a aussi des témoignages positifs, mais c'est surtout que j'ai commencé à le faire parce que je me disais, j'avais toujours cette impression qu'on minimisait les actes transphobes qu'on vivait à chaque fois, et j'entendais en fait tous mes adelphes autour, à chaque fois on se racontait qu'est-ce qu'on avait subi, qu'est-ce qu'on avait eu, qu'est-ce qu'on nous avait encore dit. Et le jour où ça m'a vraiment marqué, c'est quelqu'un sur internet qui m'a dit non mais il faut arrêter la transphobie, ça n'existe pas. C'était n'importe qui, c'était quelqu'un de totalement random, mais c'était... Merci de nous avoir prévenus. C'était un empilement On va leur dire la prochaine fois que ça réglera le problème. Mais arrêtez d'être transphobe, ça n'existe pas. C'est pas la peine de vous embêter. C'est pas vrai. Et du coup, c'est un empilement de choses qui m'ont fait commencer à faire ça. Et d'abord, effectivement, pour la communauté, pour les autres. Et finalement, à travers ce projet, j'ai eu pas mal de personnes cis qui sont venues ensuite me dire « Ah d'accord, maintenant je comprends. Ah, en fait, je savais pas du tout que c'était vrai. Enfin, qu'il y avait vraiment ça. Je pensais pas que c'était aussi violent. Je pensais pas que c'était aussi systématique ou systémique. » Et, systématique. et du coup, c'est pour ça, finalement, ça s'est transformé. Au départ, c'était pas du tout pour les personnes cis, mais finalement, c'est aussi utilisé par les personnes cis. C'est marrant parce que moi c'était un peu le contraire. En fait, moi à chaque fois que j'ai commencé à faire des trucs, c'est toujours en me disant faut faire de la pédagogie, il faut absolument parler aux hétéros quand j'ai fait Lesbienne Invisible, tu vois, pour qu'ils comprennent que être lesbienne en fait c'est pas comme ils croient. Et après quand j'ai fait mon docu, c'est genre ah mais en fait tous les documentaires que j'ai vu à la télé ça va pas du tout, ils sont toujours faits par des cis, c'est hyper glauque, ça donne envie de se flinguer, enfin est-ce que vraiment on pourrait pas faire un truc un peu plus, voilà, et moi je savais que ça allait être plus joyeux, plus, enfin voilà, je savais pas ce qui allait m'arriver, mais bon je pouvais imaginer que ça allait bien se passer. Et donc, bon, je me suis quand même dit que ce serait pour ça, pour donner aussi une représentation positive à la communauté, mais je me suis surtout dit, bon, ça va être un outil pédagogique pour les personnes, les personnes qui ne connaissent rien. Et en fait, comme ça l'a fait d'ailleurs pour les Lesbiennes Invisibles, au bout d'un moment, je me dis, ah mais non, mais en fait, je l'ai juste fait pour la communauté, c'est surtout à la communauté que ça sert, et que c'est un outil empowerant, etc. Et bon, après, maintenant, je vois là, comme en ce moment, je fais la tournée, je vois bien les salles, il y a surtout des personnes, enfin, il y a beaucoup de personnes concernées et leur entourage. Donc en fait, c'est les deux, c'est-à-dire que et dans ce que je reçois comme témoignage, c'est que ça a aidé des personnes parfois à faire leur coming out ou parfois à dialoguer avec leur entourage. Mais il y a aussi, voilà, là il y a 2 jours, il y avait des parents qui sont venus sans leur enfant, et parce que leur enfant vient de faire son coming out, et qui sont un peu perdus, et ils se sont dit bon, bah allez voir ça, et puis écouter ce qui se dit et tout. Et donc j'ai vachement discuté avec eux, c'était cool. Donc c'est vrai que moi j'ai plutôt tendance à d'abord le faire, à penser que je le fais surtout pour les
les gens hors de la communauté. Et en même temps, finalement, je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est de parler à la communauté, donner des outils pour, vraiment empowerant pour elle et pour eux. Et donc, mais ça c'est une circulation de toute façon. Donc je dirais que c'est un peu les deux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus ça va, plus je me dis non, mais je veux juste être là pour les personnes concernées. Et tu vois, par exemple, là sur la tournée, au début, je disais rien à la rencontre. Et au bout de 20 séances où les 4 mecs 6 de la salle ont vraiment posé des questions de merde systématiquement et qu'ils ont squatté 80% de la parole, j'ai commencé à dire, alors d'abord j'ai dit, alors voilà, je vais vous demander si c'est possible les hommes 6 d'attendre pour prendre la parole. Et puis ils attendaient, ils tenaient 10 minutes, hein, parce que c'était vraiment genre, ils en foutent, ils trouvaient ça super long, putain, j'ai toujours pas parlé. Et donc, après j'ai dit d'attendre la fin, tu vois, j'ai rajouté le mot la fin. Bon, il tenait 15 minutes. Et du coup, j'ai fini par, maintenant, je demande aux hommes 6 de ne pas prendre la parole. Mais parfois, d'ailleurs, ça crée des scandales. Là, il y a quelques jours, je me suis fait engueuler par une femme qui était venue avec son mari, qui bien sûr du coup n'a pas osé parler parce que c'était une victime, et qui m'a expliqué que c'était affreux de faire ça, et qu'enfin il y a aussi des parents, et ça, oui, mais ne vous inquiétez pas, je vais sûrement répondre en fait aux questions qui se posent, et ok, s'il y a des parents, des pères, des frères, vous pourrez parler à la fin si vous voulez. Et puis si vous êtes vraiment pas content, vous pouvez partir aussi, et c'est ce qui s'est passé. Non mais parce que tu vois, à un moment, c'est j'ai plus de tolérance en fait, j'ai plus de tolérance. Encore une fois, pour que je suis pas là pour leur expliquer pourquoi je fais ça. Si je le fais, c'est que j'ai des raisons, et des bonnes raisons, et moi je viens pas pour eux, je viens pas pour les protéger eux, je viens pour protéger ou soutenir les personnes concernées, leur donner des outils. Je vais pas aller au bout de la France pour me taper alors, est-ce que quand votre mère était enceinte attendez, je l'ai ils espéraient avoir un garçon. Mais frère, mais t'as résolu la transidentité, putain, mais merde quoi. On n'y avait pas pensé. Mais putain, personne n'y avait réfléchi, mais c'était juste ça. T'as vu la lumière, t'es rentré, t'as résolu la transidentité en 5 minutes. Putain, mais merci. Putain, mais vraiment, j'ai envie de te dire merci, quoi. Tu sais, genre, tu veux pas écrire un bouquin, du coup, sur la transidentité? Parce que là, je sens que t'as une idée de génie. Tu sais, genre ça, maman, tu peux plus, quoi. Plus ceux qui viennent m'expliquer, tu vois, vraiment des... Non, mais... C'est vrai qu'au bout de 20 fois, ça va... Non, mais c'est pour ça. Et donc, j'ai envie de dire aux gens, faites-moi confiance. Si je demande ça, c'est pas pour rien. Et par ailleurs, je suis pas méchant, et que, tu vois... Et si vraiment il y a une question, bah, vous la posez à la fin, ou vous venez me voir. Moi, à la fin, je reste toujours 1 heure de plus, parce que les gens viennent me voir à la sortie. Donc, ça va, tu vois. Et d'ailleurs, là, typiquement, le père de ce jeune qui est venu il a très bien compris, il est venu à la fin, il était trop mignon. Du coup, j'ai parlé 2 heures avec eux, en fait, tu vois, après, parce qu'ils étaient vraiment tellement sympas et tout, et il faisait des blagues là-dessus, et ils comprenaient très bien, tu vois ce que je veux dire, donc bon, mais c'est vrai que j'ai reçu des messages aussi sur les réseaux et tout, genre j'ai beaucoup aimé le film, que je trouvais extrêmement pédagogique, mais j'étais extrêmement choquée que vous demandiez aux hommes si tu ne pas prendre la parole. C'est souvent des meufs en plus. Arrêtez de les protéger, putain, c'est à vous qu'ils ont tous vous chier toute votre vie, et ben, à la fin vous protégez quand même. Donc voilà, donc c'est vrai que plus ça va, plus je me radicalise. Mais enfin, je sais pas si pour toi c'était pareil, mais j'ai l'impression que c'est un parcours assez courant de. Enfin, je sais pas, moi je sais que sur YouTube c'était pareil, c'est-à-dire qu'au début tu te dis tu vas vaincre la transphobie ou je sais pas quoi. Au bout de 3 vidéos, tu te rends compte que de toute façon, les gens qui ont envie d'être transphobes, ils en ont rien à foutre. Et ils sont pas là pour écouter des. Enfin, tu peux argumenter de manière pertinente, c'est pas ça qui compte. Donc après, tu te dis, bon, bah ceux qui sont pas transphobes mais qui sont là de bonne foi, tu vois, je peux quand même leur filer 2-3 infos. Puis au bout d'un moment, même ça c'est chiant, tu vois, tu te dis, c'est quoi, lisez si vous voulez, mais en fait. Je ne parle pas. Et petit à petit, tu finis par dire bon, j'abandonne. C'est clair. C'est pareil. Enfin, moi, le féminisme que j'avais découvert du coup en premier avant la communauté LGBTIQ. Et d'abord c'était en mode oh non mais t'inquiète pas, je vais passer 1 heure à t'expliquer, à te brosser dans le sens du poil, à te dire que ce n'est pas de ta faute, à tout expliquer. 6 ans plus tard, va crever. Laissez-moi tranquille. Donc j'ai l'impression qu'en fait on a une patience qui est... ça me nuit. C'est ça. Et puis je trouve aussi que c'est important, enfin c'est pas vraiment le sujet, mais je pense que c'est important d'en parler aussi, de pouvoir se qualifier comme expert et par exemple de trouver ça normal de demander d'être payé quand on nous demande de faire de la pédagogie. Moi il y a pas longtemps, il y en a qui m'a contacté, qui était toute contente, parce qu'en plus à chaque fois que les gens t'invitent, ils en sont que vraiment, faut leur donner des cookies en plus, tu vois, c'est genre, t'as vu je suis super, je vous invite, on va parler de transidentité, je trouve que c'est un sujet super important. Et là tu dis d'accord, mais quel est votre budget? Et là il n'y a plus personne au bout du fil. Et t'es là, tu vois, là c'est un truc à la Sorbonne et tout, je dis mais à quel moment tu payes pas un intervenant à la Sorbonne? Moi il n'y a pas de souci, mais je veux dire... L'asso LGBT de Rouen, je veux bien, tu vois. Voilà, mais c'est ça aussi. Non mais si c'est la commu, bien sûr que j'y vais gratos, mais si c'est des trucs mainstream, même SOS homophobie,
Ah bah, Ils quand ont j'ai un des peu SOS d'argent, nouveau, quand même, ils hein. ont de l'argent. S'ils veulent que je vienne, bon bah voilà, moi je suis pas sur la même ligne qu'eux, donc je suis en effet expert parce qu'ils ont pas de trans dans leur structure. Bon, Communautaire LGBT. tu vois. Donc c'est ça le problème, c'est que tu radicalises même au sein de la commune. Et puis c'est ça en fait, c'est-à-dire que quand les gens ils ont de l'argent et qu'en plus tu travailles pas pour eux à la fin, et que tu vois, ils font pas partie de ta cible, enfin, genre à un moment payez-moi quand même, tu vois, il y a des limites, je sais que moi j'ai pareil sur ma chaîne des gens qui me contactent, genre Hop Toys, ils me contactent tous les 6 mois, enfin non, moi plus que ça, tous les 2 mois pour me dire ah, vous voulez pas écrire un truc sur notre site, et je suis genre bah, je sais pas, vous êtes des valides qui font payer les mêmes trucs que Steamtastic fait par des autistes mais 10 fois plus cher, et vous voulez pas me payer, ben non, je vais pas travailler pour vous, Ouais, tu vois, genre, je sais pas, à un moment, alors que Steamtastic c'est moi qui leur ai envoyé un mail en leur disant hey, vous avez pas envie que je travaille pour vous, je m'en fous, vous me payez pas, je vous adore, tu vois. Ah oui, c'est Donc ça. c'est sûr que suivant le contexte, Ouais. tu sais que le budget est pas le même, tu sais que les gens pour lesquels tu le fais sont pas les mêmes, en ont plus ou moins besoin, bah t'adaptes aussi quoi. C'est ça. Et les gens s'imaginent que ouais c'est ça, ils te font une fleur en te faisant travailler, et t'es genre bah non je sais Ils pas. disent, mais Genre... ça sera beaucoup de visibilité, t'es là, tu te fous de ma gueule. Mais je pense que c'est un truc Surtout que c'est pas toi qui as le besoin, enfin je veux dire, Bah, t'as pas besoin de visibilité, c'est pas va ça très qui bien, manque j'ai dans pas ta besoin vie, de- tu c'est vois. ça, genre, j'ai pas besoin de, c'est bon. Non mais c'est pour ça que je pense que c'est bien d'en parler aussi pour qu'on se passe le mot et que du coup à un moment ils aient plus personne en Ouais, fait. c'est ça. Parce que sinon, et ça vient aussi de ce truc très, bon moi je trouve qu'il est aussi souvent quand t'es élevé comme une fille, où on te, tu vois, t'as cette tendance à la culpabilité, à vouloir rassurer, à protéger les hommes et tout. Et ben, moi je vois à quel point je l'ai intériorisé, je le déconstruis que maintenant, tu vois, je suis vraiment en retard. Mais c'est vrai, et donc du coup ce truc de se sentir obligé, de s'excuser d'être trans, de s'excuser d'être, tu vois. Et du coup, non, il faut pas. Là, d'ailleurs sur un livre, il y a une copine là qui, bon c'est pas une, enfin c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, mais on n'est pas amis, qui écrit un livre avec un personnage trans et qui aimerait que on se voit. Donc il faut que je lui réponde parce que je lui ai toujours pas répondu. Mais si tu veux, ça fait 4 Tu fois. es là. Quoi. Ça fait 4 fois qu'il y a des meufs cis qui ont des gros éditeurs pour qui tout va très bien et qui décident de se lancer dans l'écriture d'un personnage trans. Thune. Et moi, non mais je pense que je vais lui dire, et je vais lui dire c'est pas du tout contre elle parce que je Non l'aime mais beaucoup et puis tout. je sais pas, en plus Mais- ça doit être une grosse maison, achète, ils brassent des millions d'euros, ils vont bien payer 500 balles un sensitive reader quoi, je veux dire au bout d'un moment. Non mais c'est ça, je veux dire, bah toi tu me dis ah j'ai écrit un petit chapitre de tant qu'il... Non mais je veux dire c'est pas très long de lire un chapitre de tant qu'il le faudra, tu veux pas le relire, je dis bah oui, je vais pas te dire ok mais ce sera 150 euros, tu vois, je veux dire ça m'a pris 20 minutes, j'ai fait ça en faisant la cuisine et c'était bien, et puis je te fais confiance, c'est que je sais que tu roules pas suffisamment sur l'or pour... Enfin tu vois, mais si une maison d'édition te contacte, je suis genre bah c'est votre métier quand même, enfin si vous c'est votre métier, moi c'est mon métier, tu vois. Je veux dire, toi t'es pas payé avec ton livre, moi je suis pas payé pour le relire, t'es payé avec ton livre, je suis payé pour le relire, tu vois, que ce soit un peu équitable, enfin à un moment... Ouais, et puis ça pose aussi la question de qui prend, qui s'empare de nos récits, quoi. Moi, je trouve que ça serait bien que ce soit nous qui puissions raconter une histoire le plus possible. Et donc, quand il y a des personnes... Et c'est très délicat, parce qu'en même temps, on se dit, bah oui, mais il faut de la visibilité, donc c'est bien s'il y a des auteurs un peu connus qui écrivent des personnages. Et en même temps, plus ça va, plus quand tu les lis, tu dis, ah, ça marche pas, ce personnage ne fonctionne pas, alors que la personne écrit bien, donc tiens, pourquoi? Bah ouais, bah parce que... Et toi, comme les docus, enfin, moi, c'est vraiment C'est ça qui a ça, parce motivé de faire le mien. J'ai regardé les docus et rien n'allait, en fait. On nous dit souvent, Même s'il y a oui, plein mais de si bonne les volonté. personnes, genre, elles le font bien, et t'es genre, bah, sauf qu'en fait, dans les faits, elles le font mal. Enfin, en fait, Ouais. tu vois, c'est Et pas c'est de la pas de leur mauvaise volonté, faute, mais en moi, vrai, j'ai voilà, c'est jamais pas de vu leur une faute. œuvre faite par des gens pas concernés par une violence qui soit bien faite, en fait. mm. C'est pas que, genre, j'ai pas envie, mais dans les faits, ça marche pas, c'est tout, quoi. À un moment, il faut être honnête. T'allais dire un truc, Laurier, ou je sais pas, je t'ai vu faire un genre. Non, c'est parce que justement en termes sur la visibilité, la représentation dans la culture, j'avais essayé de faire une conférence, c'est une longue histoire, bref la conférence a perdu ad vitam aeternam. Oh non. Et oui, non mais c'est pas grave, c'était beaucoup trop long. C'était limite une thèse, c'était pas une bonne idée. Bref, j'avais fait des recherches sur l'INA, quand est-ce que les premières personnes trans sont apparues à la télé en fait, et j'avais trouvé... Je crois que j'en ai jamais vu. Enfin, à part sur M6 dans Zone Interdite. à Mais, part sur Non, TF1 ou Bambi, 20h en parlant Bambi, du bois elle de a dû, Boulogne. apparaître, Bambi, il y a Ouais. des films sur Bambi, mais il y a longtemps. Mais en fait, il y a encore plus, j'ai trouvé la J'ai pas plus la ancienne, c'est donc sur l'INA, vous pouvez trouver ça. C'est une vidéo je crois, qui date de 1950, qui est en noir et blanc, et qui parle donc d'un soldat qui est revenu de la guerre, tout ça, et qui travaille, et qui... bon, alors il est genré au masculin, et c'est clairement une meuf trans. Enfin, Mais pour c'est moi. Christine Machin, là, non? Non, pas du tout. Ouais, Non, 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 c'est en France. Ah, en France. C'est en France, dans un ok. petit bled en France, et en fait ils disent que pendant la moitié de sa journée, du coup, elle bosse, et après elle rentre chez elle, elle se maquille,
Elle se met en robe, et ensuite elle sort, elle se balade à faire les magasins. Et le ton, globalement, du mec qui faisait le reportage était relativement... Bon, il voyait ça comme du travestissement, je pense, mais c'était pas du tout insultant, quoi, du tout. C'était, limite, je pense que c'était limite de la curiosité. Ouais, il y a un côté fait divers, quoi. Un petit peu fait divers, mais c'était relativement cool. Et donc, en fait, j'ai, du coup, grâce aussi à Karine Espinara, qui avait fait des documentaires là-dessus, j'ai passé en revue sur l'INA. C'est vraiment bien, on peut tout trouver, toutes les fois où les personnes trans, à chaque fois, sont apparues à la télé, que ce soit dans des fictions ou dans des plateaux télé. C'est une catastrophe à chaque fois. Et en fait, souvent on me dit oui, mais regardez tel film ou tel livre ou tel truc, c'est bien, ça vous donne la visibilité. Oui, mais c'est catastrophique, ça fait 60 ans que c'est catastrophique en fait, et ça n'a pas bougé. Ça s'améliore pas, ouais, clairement. C'est ça, et vraiment, ce qui était dit dans les années 50 et 60, ça n'a pas bougé d'un poil. Mais pas du tout, quoi. Genre, pas du tout. C'était juste tout ça. Ouais, pour revenir, enfin, pour parler des récits, j'en ai parlé un peu avant, mais du coup, je vais répéter un peu pour les gens qui écoutent, mais il y a ce... Enfin, c'est très... Déjà, il y a ce truc de faire du sujet de société éducatif, notamment en littérature jeunesse. Enfin, je rebondis sur ce que tu disais sur les bouquins, où on disait, vas-y, vérifie si c'est pas trop nul. Il y a ce truc-là et tout, et quoi qu'il arrive, la littérature française reste dominée majoritairement... alors, c'est plutôt les femmes en littérature jeunesse, parce que les femmes s'occupent des... Enfin, c'est très très stéréotypé, hein, on part de très loin. Et en France, les livres avec des personnages trans, qui sont pas faits par des auteurs trans, à ma connaissance en tout cas, il y en a quelques-uns qui sont sortis là depuis 2008. 2008, c'est l'année. C'est bon, ils se sont rendus compte que la transidentité existait, les éditeurs. Ils se sont dit, vas-y. Et concept, j'adore, j'achète chacun un. Hein, pas plus de 2 dans une maison d'édition, que un. Et pour avoir traité le sujet, quoi, globalement. Et on se rend compte qu'il y a des grosses erreurs. Et sur l'homophobie, enfin d'ailleurs je dis l'homophobie, ouais, c'est révélateur. Sur les personnages homosexuels aussi, enfin je dis lesbiennes et gays d'ailleurs parce que les personnages bisexuels en littérature n'existent pas. Mais voilà, ça va être parler d'homophobie. Alors j'ai l'impression que ça se plante moins quand même en général sur le traitement de l'homophobie parce que ça fait plus longtemps que les gens savent ce que c'est l'homophobie globalement. Je sais pas si on leur donne 3 clichés. Et puis il y a rarement des erreurs. Enfin, quand je vois des erreurs vraiment dans les bouquins jeunesse avec des héros trans, c'est de l'erreur de vocabulaire de base, d'erreurs des fois même au niveau du parcours, de comment ça fonctionne, etc. Ou des gros stéréotypes de la mère voulait un garçon, enfin typique, hein, vraiment. Ça, on retrouve partout. Donc il y a ce truc-là, sur l'homophobie, il y a moins ce truc-là, quoi. Mais ouais, c'est vraiment partout. Bah, moi, j'ai eu une expérience au théâtre où j'ai été embauchée par un metteur en scène cis pour faire un spectacle sur la transidentité, pas rémunéré, hein, évidemment. On a monté un solo de danse de 35 minutes en 4 jours. On l'a joué 2 fois devant des salles pleines. Solo de danse où genre il y avait des trucs genre moi nu sous de l'eau à 4 degrés ou moi dans du verre pilé. Genre c'était vraiment vénère, tu vois. Genre quand je vous dis que la violence au théâtre ils sont à donf, c'est qu'ils sont à donf. Genre c'est vraiment, ils kiffent leur truc. En fait on n'avait pas d'eau chaude et on était genre en septembre dans un regard donc l'eau était froide, tu vois, par voie de conséquence c'était pas volontaire mais... Juste tu prends ta douche debout sur des cailloux, oui ça glisse, tu vois, il y a de l'eau, oui, l'eau à 4 degrés, on peut pas respirer, d'accord, ça va, c'est juste que ça fait 20 minutes que t'es en train de danser alors que t'es pas danseur, tu vas t'en remettre, tu vois. Donc déjà bref, l'enfer. Je joue le truc une fois, ça marche bien, on rejoue le truc une deuxième fois, je suis toujours pas payée parce que parce que c'est pire que ça. En fait, sa compagnie était en déficit, donc ils étaient au bord de la banqueroute. Et du coup, lui aussi il bossait à Kratos, mais en gros, il a fait un spectacle sur la transidentité pour genre renflouer les caisses. Ça a marché. Et après, il m'a viré du spectacle et il a embauché un mec cis, je vous jure que c'est vrai. Il a supprimé toutes les vidéos de moi, je ne suis écrit nulle part, c'est comme si j'avais jamais existé, le mec est payé, hein, évidemment. Et à la base, j'ai été virée sous un faux prétexte, j'ai été virée l'année dernière, je crois. Et
Et donc en gros, à un moment, on devait bosser sur des stéréotypes de masculinité dans le spectacle. Et ben moi, j'étais genre les codes sociaux et la virilité, c'est quand même vraiment pas mes deux disciplines de prédilection, tu vois. Donc je vais lire de la presse masculine et ça me faisait rigoler comme truc. Enfin, tu sais, je me dis c'est rigolo, tu vois, pour le travail, je vais lire genre des trucs clichés et tout pour savoir quoi, c'est quoi un vrai garçon. Et c'était au moment où il y avait eu la polémique autour de Julien Rochdy qui avait dit que le code de la route c'était castrateur parce qu'il y avait que des mecs dans les stages de récupération de poids. Je sais pas si vous saviez ce que c'était. Donc bref, je fais un tweet où je dis en gros, je vais lire de la presse masculine pour savoir genre ce que font les mecs qui ont des grosses couilles et qui ont pas leur permis, tu vois, genre un truc comme ça. Et mon metteur en scène est tombé dessus et il a cru que je parlais de lui. Et du coup, il m'envoie un message genre oui et en fait, et c'est là que j'ai compris qu'il me virait parce que j'étais handicapée en fait depuis le début, parce que je faisais des meltdowns forcément pendant les répétitions parce que c'était horrible, et quand il me posait des questions que je disais je sais pas, il me disait que j'avais pas le droit de dire que je savais pas parce qu'il pensait que je faisais exprès de genre pas réfléchir. Donc du coup, je disais rien parce que je savais pas et que j'avais pas le droit de le dire. Donc il y avait des gigas blancs de mutisme et tout. Maintenant, j'entends le sacre du printemps, je fais des crises d'angoisse. Vraiment, il y a pas de souci. C'était le... Ouais. Et donc il me dit et donc il me dit que tu ne parles pas en répétition est une chose, mais que tu déformes mes propos, blablabla, c'est intéressant une autre. Et c'est là que j'ai compris que la vraie raison c'était qu'il me supportait pas parce que j'étais autiste en fait, tu vois. Donc je l'avais pas dit parce qu'en plus à l'époque je savais pas et tout, mais et en fait il a vu ce tweet, il a pris la grappe direct parce qu'il me détestait depuis le début, il s'était rendu compte qu'en fait j'étais pas rentable, tu vois, et que je savais pas danser, enfin je sais pas, tu vois. Et du coup il en a profité pour me virer et embaucher quelqu'un d'autre, alors que juste après on était au Centre National de la Danse de Lyon. Il nous avait genre donné une salle pendant une semaine, on n'est même pas allé au dernier jour de répétition parce qu'il m'a viré au milieu du truc. Et après on avait une résidence à la Ménagerie de Verre, donc genre gros truc de la danse contemporaine parisien et tout, et il y allait avec ce gars qui connaissait ni d'Adam ni d'Ève et il l'a payé j'imagine pour le reste du spectacle. Et d'un mec cis qui faisait des drag queens quoi, à ma place. Et j'ai une amie qui était allée voir le spectacle comme moi je le jouais et qui allait voir la nouvelle version, qui m'a dit je sais pas, ça servait à rien en fait, c'était nul parce que il avait rien à dire, enfin tu sentais que le spectacle était pas écrit pour lui et que il savait bien danser mais il avait rien à dire sur le sujet du spectacle forcément parce que c'était de l'autofiction, donc ça marche moins bien quand t'es genre un mec cis. Et voilà, vous savez toute l'histoire. Mais du coup, ouais, ce truc de genre, on va pas vous payer, et puis en plus, il faudrait bien que vous mettiez toute votre intimité à nu et tout. Enfin, genre, moi, tu vas sur Facebook, tu tapes mon nom, il y a des photos de moi tout nu pendant le spectacle, tu vois, mais j'ai pas gagné un centime. Enfin, à un moment, ça va bien dominer. Moi, j'ai une meuf justement sur un livre comme ça que j'ai aidé, on s'est parlé, nanani, c'était une pote de pote, donc j'ai dit, bon, ok, elle avait l'air super féministe et tout, donc j'ai dit, ok. Et en fait, avant de sortir son livre, elle m'envoie un message, je sais plus quoi, et je lui dis, je sais plus quoi, en gros, je lui parle de ça, du fait que c'est compliqué vu qu'elle n'est pas concernée, etc. Elle fait quoi? Mais si, je suis extrêmement concernée. Je dis non, mais t'es pas. Non, elle savait même pas ce que ça voulait dire, être concernée, tu vois. Et genre, elle était en mode, si, ça m'intéresse, tu vois. Donc, déjà, si t'étais concernée, tu saurais ce que veut dire être concernée. Et donc, en fait, elle a eu peur que je la défonce sur les réseaux sociaux, parce que quand même, je parais un chacal, tu vois. Et donc, elle ne m'a jamais envoyé le livre. Donc, moi, j'ai fait du travail gratuit. Et finalement, j'ai même jamais lu ce livre, puisque elle a eu peur que je fasse de mauvais retours. Moi, je donc, veux elle les l'a pas noms envoyé. après. Dans la salle avec la nourriture, là, on va se faire des petits post-it. Ouais, j'aurais des trucs à dire sur certains. Mais il y a un vrai enjeu à la Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il est 20h58, on doit finir à Du coup, 45. Donc... ouais, parce qu'il n'y a pas... Oui, non, mais je veux dire, finis ta phrase. Ouais, mais du c'est coup, juste je pour termine dire ma qu'il phrase. faut Il y a un vrai enjeu à la professionnalisation et à vraiment dire de se faire payer. Ouais, voilà. Pas l'assaut du coin. Et encore que moi, les assos du coin, en général, c'est eux qui arrivaient à me payer. Quand on est allé à Rennes, moi ils m'ont payé Alors, un hôtel pour que je dorme. oui, voilà. Ils m'ont même pas dit genre vas-y on te loge chez machin, tu vois. Genre C'est ils m'ont ça. logé à l'hôtel alors que c'est, je sais pas, bon c'était pas l'assaut du coin, c'était le centre LGBTI, mais bon quand même, Ouais, tu quand vois. Oui, mais bon, tu Genre, vois, alors oui, c'est pas les. Mais à côté, toute le NS, la il doit pas te journée, payer, ça tu vois, t'aurait enfin. payé, mais. Enfin, il y a une compensation, t'as le droit de vendre tes bouquins, tes badges, tes machins, du coup, tu te fais une petite rentrée d'argent et tu t'arranges. Et moi, ça m'est arrivé sur des festivals. Le truc où je ne suis, mais. Intransigeant, c'est les festivals à entrée payante. S'il y a une entrée payante, les gens, Oui, c'est dedans, ça. ils sont payés. Moi c'est si tout, les quoi. gens payent, je suis payée. Si les gens payent pas, voilà. on négocie, tu On vois. va- Mais si les gens payent, t'es payé à un moment. T'es faut payé. être Et habitué. j'avais la dit CBD. non. Du coup, j'aurais dit, j'envoie mes tarifs. Même d'ailleurs, maintenant, quand on me dit oui, vous voulez venir, et j'envoie direct mes tarifs.
Et en général, après, Ça c'est fait le ah, tri. mais voilà, bon. Voilà. Et donc, ils avaient fait ah, mais voilà. Et un mois après, ils avaient trouvé personne. Parce que je pense qu'il y a aussi un truc qui fait que les gens commencent à dire bah non, en fait, il faut être payé sur les interventions, surtout sur les salons payants. Et du coup, ils sont revenus, et oui, du coup, on va payer. Ils Voilà. trouvent une solution tout d'un coup, quoi. De toute façon, quand ils veulent vraiment, ils trouvent une solution. Ouais, mais c'est ça. Mais pour l'accessibilité, c'est pareil. Moi, je vois un spectacle, il devait y avoir des sous-titres et genre, non, une interprète à l'SF pour le bord de scène. Et genre, la veille, ils me disent, ah, finalement, la personne s'est décommandée. Je leur ai dit, moi, je m'en fous, j'ai communiqué auprès des publics, vous vous démerdez. Ils ont trouvé quelqu'un, tu vois. Ils étaient à deux de me dire, du coup, on peut pas. Je dis, ah non, mais en fait, moi, je m'en occupe pas, c'est votre taf, j'en ai rien à foutre. Vous allez trouver quelqu'un, puis vous trouverez du budget. Hein. Je veux dire, vous avez 300 balles, vous allez les trouver. Bonne journée. Et ils l'ont trouvé, en fait, la personne. Et au début, ils ont dit, ah, peut-être que ce sera qu'une demi-heure. Et ils ont trouvé quelqu'un, ils l'ont payé 1 heure et ils avaient l'argent. Enfin, à un moment. Quand tu veux faire les trucs, tu peux les faire en fait. Enfin, Ça, voilà. spécifiquement, effectivement, dans la BD, en plus, pareil, c'est petit message, je ne peux que plus soyez, c'est les auteurs BD, faites-vous payer. C'est clair. Les Non, éditeurs, c'est des chacals, Voilà. ils vous payent, surtout en ce moment, ils vous payeront jamais C'est ça. l'auto-édition, c'est bien ce que vous faites. Et je dis ça pour l'auto-édition. l'intégralité du monde artistique. C'est pas parce que vous aimez faire ça qu'il faut pas que vous soyez payé. Et ne croyez pas les gens qui ont les thunes et qui peuvent justement vous acheter votre travail en disant non, mais tu fais ça pour la passion. Non, vous avez besoin de payer votre loyer, vous avez besoin de payer votre bouffe, vous avez besoin de payer vos médocs. Donc, Je suis passionnée par le fait de ne pas mourir de faim personnellement. Donc, s'il vous plaît, arrêtez d'accepter des trucs gratos, à part si, voilà, c'est la communauté, Voilà, à part faire si, de- à part faire- si. Faire preuve de discernement un peu dans ce que tu Voilà. demandes d'acquis, mais bon, je pense qu'on en est capable et que de toute façon, on a toujours tendance à sous-évaluer la valeur de notre travail qu'à le surévaluer, donc il n'y a pas de souci. En général, voilà, il y a pas. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre des précautions, à mon avis. Moi, j'ai pris que Et 5000 les- balles ce soir, j'étais vraiment. Et les dédicaces, ça devrait être payé aussi. Oui, les journées dédicaces, gratuites. les dédicaces, c'est payant. Merci beaucoup, on va s'en aller vite sans dire La au revoir grève. parce qu'on est en retard sur le planning, mais on reviendra un jour.